de manière très schématique, lorsque l'on va traiter un cancer avec des photons, il va y avoir des rayons X, il va y avoir le maximum de doses délivrées au niveau de la zone à traiter, du volume, de ce qu'on appelle le volume tumoral, mais il va y avoir un certain niveau de dose autour de ce volume. Et qu'est-ce qu'on trouve autour de ce volume? On trouve ce que l'on appelle les organes à risque, c'est-à-dire des tissus qui ne doivent pas être irradiés et qui le sont pourtant du fait de la balistique de la particule que l'on utilise. Alors le gros avantage des protons, quelle que soit la machine qui délivre ces protons, c'est d'avoir un reliquat de dose pratiquement égal à 0 une fois que la cible a été atteinte. C'est-à-dire que le proton arrive, il lâche le maximum de son énergie, c'est-à-dire de son efficacité antitumorale au sein du volume cible, et au-delà du volume cible, il n'y a plus d'énergie, donc plus d'action avec les tissus sains environnants, donc a priori moins de complications. Alors, en matière de protonthérapie, il y a des indications validées, les indications des tumeurs pédiatriques essentiellement, mais également chez l'adulte, les tumeurs oculaires et principalement ce qu'on appelle les mélanomes oculaires qui peuvent bénéficier de la protonthérapie. Et après, on trouve un contingent de tumeurs beaucoup plus rares qui se situent électivement au niveau de zones complexes à traiter, c'est-à-dire au niveau de la base du crâne et souvent du sacrum et d'une manière générale tout le long de l'axe rachidien, donc très proche de la moelle épinière. On appelle ces tumeurs des chordomes ou des chondrosarcomes. Ce sont des tumeurs rares mais graves et qui peuvent bénéficier de la protonthérapie dans la mesure où il va falloir non seulement traiter la tumeur à dose efficace, mais également épargner la moelle épinière qui se trouve très souvent pratiquement au contact du volume que l'on souhaite traiter. Et c'est dans ces indications très précises que la protonthérapie peut avoir une indication extrêmement pertinente. La protonthérapie permet de délivrer une dose moins importante aux tissus sains environnants et de ce fait d'engendrer à terme moins de complications. L'une des complications rares, très rares, mais néanmoins importante, est ce que l'on appelle la carcinogénèse radio-induite. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour le traitement anticancéreux lui-même d'engendrer à terme, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, un cancer, non pas dans le cadre d'une rechute de la maladie initiale, mais dans le cadre de la genèse d'un cancer induit par le traitement anticancéreux lui-même initial. Ça peut être vrai pour la radiothérapie, ça peut être vrai pour la chimiothérapie. Et pour la radiothérapie, ce risque-là est d'autant plus important que la dose aux organes à risque aura été significativement plus importante. Et c'est ce que permet de prévenir la protonthérapie, diminuer ce risque. Et pourquoi cette prévention du risque de carcinogénèse radio-induite est importante chez les enfants? Parce que tout naturellement, les enfants sont des patients qui ont l'espérance de vie la plus longue et de ce fait, le risque de carcinogénèse radio-induite le plus important, bien que j'insiste encore une fois, ce risque est extrêmement faible. L'espoir que l'on peut avoir en matière de développement des projets thérapeutiques liés à la radiothérapie et à la protonthérapie, c'est lié au fait que avec la protonthérapie aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'on repart de zéro. Je m'explique. On a des acquis avec la radiothérapie utilisant des photons X, des rayons X, depuis plusieurs dizaines d'années. Et on a assisté à la notion de radiothérapie potentialisée par de la chimiothérapie, potentialisée par des thérapies ciblées. On a déjà évoqué et utilisé et validé plusieurs types de fractionnement de cette radiothérapie en rayons X. Avec la protonthérapie, toutes ces notions fondamentales qui ont prouvé leur efficacité vont être à revalider. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que tout ce qui est validé en photons X doit l'être en protons. Il faut tout reprendre à la base. Et s'ouvre devant nous à présent un champ de recherche énorme parce qu'on va utiliser avec la protonthérapie des molécules qui vont permettre de moduler, quand je dis moduler, c'est d'améliorer, d'augmenter l'efficacité du rayonnement.
Donc ça va être l'association de protons avec de la chimio, ça va être l'association de protons avec des thérapies ciblées, ça va être l'association de la protonthérapie avec des traitements anti-hormonaux. Et puis ça va être de nouvelles indications de protonthérapie qui visent à diminuer le nombre de séances en augmentant la dose par fraction. C'est ce qu'on appelle l'hypofractionnement. Et ce pan de recherche-là peut avoir une incidence majeure non seulement sur la qualité du traitement lui-même, mais sur un plan médico-économique, parce qu'on conçoit bien que si on a un traitement qui permet la même efficacité, mais qui, au lieu d'être délivré en 6 semaines, est délivré en 2 semaines, voire 1 semaine, l'impact en termes de qualité de vie pour le patient et en termes de diminution des dépenses de santé pour le système social est évident. Les investissements pour acquérir ce Proteus ONE sont importants dans la mesure où le centre Antoine Lacassagne de Nice a débloqué près de 30 millions d'euros pour acquérir cette machine, sachant que notre institution possédait déjà le bâtiment pour l'intégrer. Donc on peut imaginer que s'il fallait en plus acheter le bâtiment, le projet aurait pu friser les 45 à 50 millions d'euros. Heureusement, nous avons eu également un soutien financier de l'État, un soutien financier des collectivités locales, Nice Métropole, la mairie, le conseil général, et ce qui nous a aidés, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que notre institution a mis la plus grande partie du financement, c'est-à-dire proche de 30 millions d'euros, sachant que notre institution, comme tous les centres anticancéreux de France, sont des institutions privées à but non lucratif, dont l'unique objet est de prendre en charge les patients atteints de cancer, de leur faire bénéficier des meilleurs traitements utilisés à ce jour, qui ont montré leur efficacité et qui ont montré le peu de toxicité qu'ils peuvent engendrer, de manière à respecter au mieux une belle qualité de vie après la guérison du cancer.